Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. C'est marrant comme il peut arriver de partout, le désir d'être mère. Il peut venir d'une nostalgie, d'une envie de fréquenter de nouveau l'enfance. Il peut venir d'une envie de changement, de mouvement dans sa vie, d'une envie d'être plus nombreux, de partager son amour, d'être aimé davantage. Il peut venir d'une peur de la mort. Il peut venir aussi d'un désir de féminité, construction sociale du patriarcat qui voudrait que l'on soit enfin vraiment femme, si tant est que la vraie femme existe. Mais ce désir d'enfant est si multiple, si envahissant souvent, que devoir ranger cet espoir, c'est presque un renoncement à soi-même, à ce que l'on s'était rêvé. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média, et aujourd'hui, une histoire de maternité, celle de Bérénice et de Karine, réalisée par Élodie Font. Comme je suis 10 ans plus jeune que Karine, on a décidé que Karine porterait notre premier enfant et que je porterais le second. Mais si on avait eu le même âge, je ne sais pas qui aurait commencé. Là, c'était vraiment une question d'âge. J'ai 36 ans et je pense, mais de tout mon âme et de tout mon intellect et mon potentiel, que je suis ultra fertile. Je le sens. Je me dis, mais alors la piece of cake, tu vas voir, ça va être tac. Allez, une fois, le corps s'habitue, 2 fois. Mais j'étais sûre, j'étais persuadée que j'étais fertile, mais persuadée. Pourtant, je suis quelqu'un qui doute vachement. Mais là, je dis, bon non, je me pose pas de questions. Au départ, c'est très simple. Ça va marcher. Je suis vraiment certaine, même du premier coup, je me dis, il n'y a aucune raison. Karine est fertile, tout va bien, on a envie d'avoir un enfant, pourquoi ça fonctionnerait pas ? Parce que c'est technique, mais en gros, si les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, ça va fonctionner. Avant qu'on arrive à cette fameuse première fois, il y a quand même ce chemin qui doit se faire, c'est de trouver les bons praticiens qui vont nous aider à faire ce chemin. On ne peut pas le faire tout seul. Je parle d'un gynécologue, surtout. Parce qu'en France, comme c'est interdit, le gynéco est forcément un héros, puisqu'il te soutient. Lui, il est en danger, parce qu'il peut perdre son poste. Mais avant de trouver le Jean merveilleux, il faut quand même chercher, parce qu'on lit plein d'histoires sur Internet de filles qui se font jeter, insulter, foutre à la porte du cabinet de gynéco, alors qu'elles veulent juste une aide. Quand on va en Belgique, puisqu'en France, c'est interdit pour les couples de femmes, eh bien, ça veut dire prendre des hormones. On doit avoir des prescriptions, une ordonnance faite par un médecin, pour être remboursé, parce que ça coûte horriblement cher, ça coûte très très cher. Il doit nous voir au début pour tous les examens de base, c'est-à-dire les prises de sang pour les taux œstrogènes, progestérone, enfin tout ce qui permet techniquement de tomber enceinte. Et ensuite, il doit nous voir à l'ovulation pour vérifier que l'ovulation soit bonne. Et ensuite, pour vérifier ou non s'il y a une grossesse. Donc on le voit très souvent. Avant d'être accepté en Belgique, on a des rendez-vous, on passe chez un psy, il y a toute une batterie de choses à faire, où là je suis là avec ma compagne et la mère de ma compagne, qui est aussi excitée que nous et qui vient avec nous faire le voyage. Il y avait de la joie, du bonheur, de l'excitation, Ouais, c'était vibrant. C'était un rendez-vous psy, enfin la rencontre avec l'équipe avant l'INSEE, il y a tout un protocole pour savoir si on va bien, si on est équilibré, pourquoi on veut un enfant. Une INSEE, c'est une insémination. Il y a des espèces de cases à cocher. On avait peur pour le premier rendez-vous, parce qu'on se disait, c'est quoi les psys, c'est quoi les questions, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est un truc intime ? On n'a pas envie de raconter notre vie, on veut juste faire un enfant comme n'importe qui veut faire un enfant, sauf que comme on est 2 femmes, on peut pas avoir un enfant spontanément toutes les 2. Déjà qu'on se soumette à un test psychologique, j'ai trouvé ça... faut y aller, quoi. On se dit, bon, c'est bon. Et on est obligé de le faire. Donc, je le vis un peu... je suis là sans être là, quoi. J'ai commencé en 2008, en janvier 2008, pour les premières INSEE en Belgique, à Bruxelles. Je suis là, dans la salle d'attente, et je sens que je suis soutenue. Mais j'ai quand même une appréhension, parce que tout ce qui est gynécologique, c'est pas...
Et puis, en même temps, je suis super excitée parce que je vais enfin avoir cette première insémination, quoi. C'est un cabinet gynécologique, parfois avec des petites cellules séparées par des rideaux. Donc il y a d'autres femmes à côté qui se font inséminer. Dans les toilettes, il y a des magazines pornographiques parce qu'il y a des hommes qui viennent donner leur sperme. Et ensuite, c'est un cabinet gynécologique avec une lumière artificielle dans le visage et sur la zone du vagin, enfin du sexe en tout cas, les jambes écartées, un type qui a une charlotte sur la tête avec des super-héros manga pour celui qui nous faisait les inséminations. Et il s'approche et il explique vaguement ce qu'il va faire pour les insés. Bon, je vais vous rentrer les cathéters dans l'utérus, attention, 1, 2, 3. Puis il rentre et allez, j'y vais, hop. Et donc, ça marche pas une première fois, ça fonctionne pas une deuxième, une troisième, une quatrième fois. La quatrième fois, ça commence à me sembler beaucoup. Même si on sait que la PMA a très peu de réussite, en fait, de taux de réussite, comme je suis confiante, je me dis, bon, troisième, quatrième fois, en général, les cas longs, ça fonctionne à la quatrième. Bérénice vient avec moi les 3 premières, je crois. Et après, on se rend compte que financièrement, un billet de train en plus, un resto en plus, un truc en plus, entre l'insémination, les billets de train, les restaurants, ça a environ 800 € par voyage. Pour certains, c'est rien. Pour nous, ça l'était. Ça l'est. Là, c'est un autre voyage. C'est-à-dire qu'on fait ça un peu avec la tristesse au ventre. On a envie de le faire, mais c'est autre chose. On n'a pas sa compagne. C'est dur toute seule. C'est dur. Dès qu'on est seul, c'est dur, en fait. Et quand j'ai fait les premières insées, ça m'a submergée. Tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, je suis pas fertile, là. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, j'ai dit, mais en fait, ça veut dire quoi, être mère? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça m'angoisse. Et j'ai une anxiété qui vient comme ça, et de me dire, oh là 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 là, mais j'en suis pas capable, je crois. C'est très dur quand on n'arrive pas à tomber enceinte, de partager avec l'autre ses doutes, parce qu'il y a une culpabilité qui est là. Parce que c'est notre corps, parce que c'est notre esprit, on y met tout ce qu'on a. Et j'en ai pas parlé, toutes ces peurs, j'en ai pas parlé à ma compagne. Je me souviens de 2 soirées, mais une notamment, où on a une copine de Suède qui est arrivée, qui avait 42 ou 43 ans à l'époque. Bon, bah voilà, je suis enceinte. Et là, moi, c'est comme si elle me mettait un uppercut. Et je me dis, bon, elle y est pour rien. Ces gens-là dans la pièce n'y sont pour rien. Ils ne te connaissent pas. Enfin, elle, je la connaissais un petit peu, mais tu peux pas pleurer comme ça. Enfin, c'est pas possible. Mais la sensation, c'est ça, c'est de se prendre un gros coup de poing dans le foie ou dans le visage et de me contrôler en me disant, je ne peux pas pleurer là, je ne peux pas leur renvoyer ça, c'est pas possible. Mais intérieurement, ça déborde. Je me dis, bon, il faut que tu calcules. Alors, il faudrait que tu dises que tu vas aux toilettes. Au moins, si tu dois pleurer, tu pleures aux toilettes. Les gens verront rien. Ou les gens qui ont des recettes magiques. Bah, t'as qu'à faire l'amour avec un inconnu, ça marchera peut-être mieux. Peut-être qu'il faut le faire naturellement, ça va fonctionner plus vite. Et tous les clichés des gens qui pensent avoir le bon conseil. Moi, je voulais juste qu'on dise rien. Mais bien sûr qu'il y a eu des moments d'incompréhension aussi de l'une et de l'autre, parce que trop de douleur chez l'une, pas assez de douleur exprimée chez l'autre, des choses comme ça. On est très différentes, on reste des personnes très très différentes. Et puis je voyais aussi tellement de douleur chez ma compagne que je me disais aussi, bon, on va peut-être pas en rajouter, non. Donc ça pouvait être sur certains trucs, tout d'un coup, son désespoir pouvait m'énerver. Parce que justement, je le vivais dans mon corps et pas elle. J'essayais de pas trop le montrer parce que je comprenais aussi sa souffrance. Parce que quand on le vit dans son corps, on a l'impression qu'on est plus important que l'autre. Et c'est pas vrai, en fait. 9 inséminations, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est pas 9 mois, parce que c'est pas comme quand on fait l'amour dans son lit et que tous les cycles, on se dit, allez, c'est bon, c'est le bon moment. Il faut d'abord avoir l'argent pour l'insémination, puis l'argent pour les billets, puis la possibilité de s'arrêter de travailler à ce moment-là. Et puis après, comme il y avait des traitements, on faisait toujours des pauses entre les cycles pour pas que le corps de Karine soit trop abîmé. Et puis à un moment, on a fait 1 an de pause, parce que vraiment, c'était trop difficile, les traitements étaient trop lourds. Donc on s'est dit, là, on fait une vraie pause pour que le corps se repose et on reprendra quand Karine se sentira mieux dans son corps, dans sa tête, et qu'on pourra repartir pour d'autres inséminations. Et on se disait que c'était une pause, plutôt que d'être tout le temps, cette idée, il nous faut un bébé, on va avoir un bébé, allez, on y va, quitte à abîmer grandement le corps de Karine. Je pense qu'en 2011, à peu près, on fait une pause. De toute façon, c'est toujours dur. Après, l'échelle... elle devient exponentielle. Mais même la première, elle est dure parce que de toute façon,
c'est un espoir d'enfant qui s'envole, quelque part, à chaque fois. Ça change tout le quotidien, parce qu'après, tout est tourné autour de ça. C'est-à-dire que tu pars pas en vacances, parce que si jamais il y a une incé possible, c'est compliqué de partir en vacances ou en week-end. Tu pars pas en vacances parce que tu n'as pas d'argent, parce que tout l'argent que nous avions était dédié à ça. Tu fais plus rien. Je pense que j'avais plus d'envie, quoi. J'ai laissé comme tout tomber. C'est horrible, l'attente, elle est horrible. C'est même pas des jours, c'est des années. C'est des années à avoir peur que les règles arrivent, quoi. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 inséminations, donc 9 voyages aller-retour, 9 espoirs, 9 attentes, et ça ne fonctionne pas, c'est très difficile, et on se dit qu'après, il nous reste la tentative de la FIV. On passe à la fécondation in vitro. L'ovocyte a déjà rencontré le sperme dans une petite boîte, et il y a déjà des cellules de vie, c'est déjà des embryons. Donc il y a une étape qui est déjà passée. Donc on fait des recherches pour trouver, entre guillemets, la FIV la moins chère possible, avec quand même des normes d'hygiène, de santé, etc. Et je vois qu'en Crète, c'est vraiment beaucoup moins cher, que ça nous permet aussi de faire un beau voyage. Ça coûte à peu près, je crois, dans mon souvenir tout compris, 3 000 ou 3 500 euros. Ce qui est une fortune, mais pour la Belgique, c'est rien du tout, puisqu'en Belgique, la fécondation in vitro en elle-même coûte 4 000 ou 5 000 euros. Je me dis qu'on va découvrir une île, qu'on va manger des bonnes choses, qu'on va être au soleil, qu'on aura la plage. Je me rends pas compte que Karine va être très fatiguée et qu'on va finalement faire des belles choses, mais qu'on pourra pas faire des grandes balades ou des grandes étendues, parce que de toute façon, il y a un contrôle quotidien à l'hôpital. Donc on prend l'avion, ma mère nous accompagne dans mon souvenir à l'aéroport, et vraiment quand je monte l'escalator pour aller vers la porte d'embarquement, je me dis ça y est, on embarque pour la belle vie, c'est bon, on va aller en Crète, on aura un enfant, c'est un peu comme une élévation. Derrière, on aura un enfant, c'est sûr, et en plus, on aura vu un beau pays. Ça, c'est la première FIV. Et donc, on revient de Crète, ça fonctionne pas. Là, c'est très, très, très difficile. On a vraiment envie de pleurer toute la journée, de frapper tous les gens qu'on croise. La FIV, c'était un peu le dernier espoir. Le truc, bon, si les inséminations fonctionnent pas, la FIV, c'est encore plus poussé. Ça va fonctionner. Donc, si ça fonctionne pas, c'est que vraiment, ce sera impossible. C'est terrible. Enfin, c'est vraiment un moment très, 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 très dur. Donc on s'accroche à l'espoir de croire que les techniques belges vont être peut-être encore mieux. Et donc on décide d'aller en Belgique, même si ça coûte encore plus cher. Et là, il nous faut le temps pour rassembler l'argent. On se sent un peu seul sur le cheval, là, quoi. Mais bon. Déjà, l'échec de la première FIV est désespérant, mais on s'enfonce dans les abysses du désespoir à partir de la deuxième FIV. Mais c'est tellement désespérant qu'on est un peu coupé des émotions finalement. Si ce n'est que la fatigue s'accumule, la peine s'accumule, le désespoir s'accumule, l'envie de rien faire parce que ça prend le pas sur d'autres choses. C'est comme une forme de dépression qui passe par le fait de pas réussir à tomber enceinte, mais qui prend le pas un peu partout. Donc on fait une deuxième, une troisième FIV. À chaque fois il y a des ovocytes, à chaque fois il y a des embryons qui sont très beaux. Les photos sont magnifiques. On regarde des photos en se disant waouh, c'est notre futur enfant, ça c'est lui, c'est ça, c'est fou que ça démarre sur des cellules aussi parfaites, et ça ne fonctionne pas, et chaque fois c'est un deuil qui est nié par la société, parce qu'évidemment si je dis aux gens que c'est un deuil, les gens en rient, parce que pour eux c'est des cellules. Non mais c'est bon, tu recommences, tu refais une fille, puis tu peux pas avoir un enfant, tu l'adoptes. Les gens essayent de banaliser, c'est assez fascinant, même chez les médecins, hein. Parce que les médecins, bon ça n'a pas fonctionné, alors vous revenez dans 2 semaines, vous prenez tel traitement, vous reprenez ça, prenez telle piqûre, et voilà c'est bon. Et éventuellement, je pense que si quelqu'un est désespéré, en larmes au fond du seau, on va lui dire il y a un psy au fond du couloir à gauche. Mais jamais on nous a proposé ça. Quand on rentre en PMA, on rentre dans le monde des médecins. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup perturbée. On vous dit, alors vous, le protocole, ça sera ça. Puis alors après, bon, non, ça marche pas, on va faire un autre protocole, ça sera ça. Puis alors non, ça marche pas, on va faire ça. Mais pas une fois, on est inclus dans la discussion. Parce que eux sont médecins et nous, eh bien, écoutez, nous ne le sommes pas. Donc on arrive à la 4e FIV, donc on retourne à l'hôpital en Belgique. Les embryons toujours se développent très très bien, sont magnifiques, on est toutes contentes. Je sais pas que c'est ma dernière FIV en fait. Je fais le protocole, tout se passe bien, tout va bien. Sauf que à la ponction des ovocytes, en fait, quand le médecin m'endort, en fait, il donne de l'atropine en fait. Hein. C'est une drogue pour nous décontracter et en fait on ne peut pas bouger. C'est-à-dire que on peut à peine parler en fait.
tellement on est scotché au plafond et on peut plus bouger. Et même le médecin me disait, mademoiselle, il faut respirer là, parce que ça devient dangereux, hein, quand même, respirer un petit peu. Tellement vous êtes... c'est une très bonne drogue, hein, l'atropine. c'est un truc... ah oui, vous êtes scotché, quoi. On peut plus bouger, quoi. Et avant, donc, il vous prépare et il vous endort tout ce qui est appareil génital pour voilà. Et le médecin, les Belges, qui sont plutôt rigolos, mais comme ils veulent les faire parler, ils essaient toujours de nous faire parler de Paris, par exemple, mais elle n'est pas en état de parler. Donc elle me disait, bon... Parce que c'est impossible de parler, donc elle était consciente de ce qu'il lui demandait, mais elle ne peut pas parler de Paris, de Montmartre, du Moulin Rouge, de Dalida et des questions touristiques sur Paris, alors qu'elle est en train de se faire enlever des ovules. Et le médecin rentre quelque chose dans l'utérus, un petit appareil dans l'utérus, et il aspire les ovocytes. Et à chaque fois, il les met dans une petite boîte. Et chaque fois qu'il en met dans une petite boîte, il le donne à sa laborantine avec un casque. Et lui dit « 1 ». La laborantine dit « 1 ». Et jusqu'à 10, 2, 3... Bravo! Ils sont tout joyeux, comme si c'était extraordinaire. 10! C'est bien! Réveillez-vous, madame! Pour aller chercher des ovocytes, il y a une sorte de gros pistolet. Il vous pique, en fait, l'ovaire et il va ponctionner les ovocytes comme ça. Et quand il a percé l'ovaire, j'ai tout senti, en fait. Et mon corps ne s'est pas endormi, en fait. Très, 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 très douloureux. Et donc tout de suite j'ai dû faire un bond, j'ai fait ce que je pouvais sous atropine, quoi. Et il m'a dit bon alors attendez, je vais vous redonner une dose. Et il m'a redonné une dose d'atropine, mais en fait l'atropine ça vous enlève pas la douleur, ça vous empêche vous empêche de bouger. Donc et après on va en salle de repos. Généralement, on se réveille tranquillement. Enfin, l'effet de l'atropine part au bout d'1 heure, un truc comme ça. Et puis là, je suis dans mon lit et je souffre le martyre. Je suis blanche comme blanche, quoi, hein, la couleur blanche. Là. Donc, les infirmières viennent me voir et me disent oh là là. Ça va pas? Je dis non, ça va pas. Et donc, ils me passent des antidouleurs en perf, voilà. Et là, je réalise que, quelque part, c'est mon corps qui dit « basta, on en a marre ». Elle m'avait dit « si là, ça marche pas, je m'arrête ». Donc, quand ça n'a pas fonctionné, effectivement, c'était ultra violent, puisque c'était accepter d'arrêter. De se dire « bon, c'est fini, maintenant, si j'arrive pas à tomber enceinte avec cette fille-là, c'est toi qui portes ». Tout en étant dévastée parce que c'est un énorme échec, parce que je sais que je vais pas porter d'enfant, quoi. Mais je sens que ce serait presque pire à ce moment-là que je le porte. Si jamais ça fonctionnait rapidement, par exemple, je pense que ce serait encore plus violent. Même si on avait un enfant, ce serait violent pour Karine. J'ai cette sensation-là, en tout cas. Et je me disais, il y a peut-être d'autres solutions. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Et elle m'a dit, écoute, je vois que tu es très triste et que tu vas pas t'en remettre comme ça. Si je te proposais une autre façon de faire, est-ce que ça t'irait si je te trouve quelqu'un, un donneur complètement qui rentre dans nos corps, enfin dans ce que l'on veut, est-ce que ça te dirait d'essayer à la maison manuellement avec une seringue comme beaucoup de femmes font, mais elle est très très cool, hein, sans pression, tranquille. On se dit ça, on se laisse 6 mois, ça marche pas, mais au moins tu auras encore essayé ça et puis on verra. Et après je prendrai le relais. Je lui dis oui d'accord, mais va falloir que tu me trouves la perle rare parce que moi ça me dit trop rien. Parce qu'au départ on n'avait pas fait ça, on n'avait pas pris un donneur, on n'avait pas cherché de donneur parce qu'on voulait je sais pas, j'étais pas prête à que ça soit matérialisé, que l'homme soit matérialisé. Pour moi, c'était notre enfant, notre couple. Et donc, je me suis dit, j'avais déjà entendu parler ou déjà vu, peut-être sur Internet, des sites de donneurs de sperme. Je regarde des annonces. Moi, je voulais pas mettre d'annonces, mais je voulais regarder les hommes qui proposaient. Une fois que tu as passé on va dire sur 10 hommes, les 8 qui te font des propositions sexuelles totalement déplacées, il y a aussi des propositions financières. Je veux bien donner mon sperme contre 500 €, je veux bien donner mon sperme contre 1 000 €. On va dire que c'est la demande la moins glauque, mais c'est particulier aussi. Donc une fois de ça, j'ai trouvé 2 donneurs. Ils étaient tous les 2 loin de chez nous, donc c'était pas mal aussi, parce que ça nous permettait de faire des week-ends sympas, et aussi ça nous évitait de le croiser tous les matins. Il y en a un qui nous a vraiment
intéressé dans sa démarche. En tout cas, c'était la même démarche que nous. C'est un donneur qui donnait pour le sécos, donc qui est le don de sperme classique à l'hôpital pour les couples hétérosexuels qui ont droit à la PMA, et qui avait une cousine qui était en couple avec une femme et qui s'est rendu compte que sa cousine n'avait pas le droit au don de sperme. Et donc il s'est dit, faut que je trouve un site où je peux le donner à des femmes en couple. Je savais qu'il était donneur pour le sécos, donc ça voulait dire qu'il avait tous ses examens à jour. Donc pas de maladie génétique. Et puis elle est revenue vers moi pas longtemps après d'ailleurs. Et puis elle m'a dit, voilà, il y a cet homme. Il remplit toutes nos conditions. Est-ce que ça te dit de le rencontrer et je lui dis, ok. Et je dis, je te préviens, s'il ne me plaît pas, alors je ne parle pas de physique, je parle d'ensemble, c'est-à-dire de ce que dégage la personne, ce que je ressens au contact de cette personne. Et je lui dis, si j'ai un mauvais sentiment, quelque chose qui me... Je me barre. Je lui dis, je me barre, je lui dis même pas bonjour, je me barre. Elle me dit, non, mais oui, ok, on est d'accord. Donc, et du coup, j'étais un peu, pas stressée, mais curieuse. Je me dis, tiens, mais quand même un peu stressée, parce que c'est pas anodin. Un jour, elle me dit, d'abord, elle me fait, parce qu'elle adore faire des surprises, elle me dit un jour, viens, je t'emmène, on va faire un truc à Melun, je sais pas quoi. Je dis, qu'est-ce qu'on va foutre à Melun? Je n'ai rien contre Melun, mais bon, il y a plus glamour que Melun. Et en fait, elle m'emmène en train et tout. Je dis, bon, ok. Et en fait, on va à Saint-Lazare, et puis on prend le train. Je dis, mais ouais, c'est quoi? En fait, on va rencontrer le donneur. Là, maintenant, c'était un mois après la FIV, Ah bon, mais si tôt? Oui. Je dis, ok, d'accord. Et on avait rendez-vous le matin, et donc on l'attendait devant l'hôtel. Donc on est devant l'hôtel en Normandie, on a fait le voyage, on se dit que ça va être un week-end sympa, et on se dit encore toutes les deux, non mais si vraiment, s'il est moche, s'il est dégueulasse, s'il est dégoûtant, si c'est un vieux pervers, si c'est pas celui qui correspond à la photo, s'il a pas ses examens sanguins, on est vraiment dans le négatif de on va fuir, on va partir, mais qu'est-ce que c'est que cette situation, pourquoi on se retrouve dans cette situation? Et on attend, et puis lui il arrive tranquillement, donc c'est bien celui qui correspond à la photo. Je l'ai vu arriver, et là j'ai vu un homme. Alors, très beau. J'ai fait... En fait, de le voir, ça m'a soulagée de quelque chose. J'avais pas mis le doigt dessus en faisant les FIV ou les inséminations à l'hôpital, de pas connaître le donneur, en fait. Et là, quelque part, en voyant cet homme, je me suis dit, il y a un truc qui s'est débloqué. C'est fou. Tiens, il ressemble à ça. Son donneur ressemble à ça. Et puis, je l'ai vu, et puis je sais que c'est un type bien. Enfin, je le sens. Je sens que c'est un type bien. C'est très rapide. Je crois qu'on n'a même pas... Si, on a dû prendre un café, mais j'ai vécu ça comme très rapide. Parce que lui non plus, on n'est pas ses copines. On est là pour s'entraider. Voilà. On veut surtout pas échanger, en fait. On veut la même chose qu'un donneur anonyme, sauf que la situation en France actuelle ne nous permet pas d'avoir accès à un don anonyme, donc on est obligé de passer par cette rencontre. Mais pour nous, ça ne dépasse pas la rencontre de bonjour donneur, au revoir donneur. Et donc, il nous montre ses tests, on discute un peu, mais c'est très rapide. On n'est pas copains. Il va dans la chambre, il fait ce qu'il a à faire, et puis après, il part. Lui, il dit, je vais faire mon affaire, je vais me masturber, mettre la semence dans la pipette, et je la mets sur le radiateur, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de baisse de température. Donc, il fait ce qu'il a à faire, à sa façon. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, voilà, il le fait. Il redescend, et nous, on monte, et on injecte le sperme. On essayait de se reposer 1 heure, 2 heures en attendant pour que ça prenne. Et après, on faisait des belles balades, des trucs sympas. On passait un week-end tranquille, en y pensant beaucoup moins finalement que pour les inséminations ou les FIV. Alors peut-être parce que ça coûtait moins d'argent, mais je crois pas. Je crois qu'on était aussi passé à un stade de tel désespoir que de toute façon, ça n'a jamais marché. Si ça marche, ça peut être qu'un miracle. Donc on était vraiment détachés. On le faisait, mais oui, voilà. Très bien, on l'a fait. Mais moi, j'ai ressenti que j'ai pas eu d'appréhension du coup à le faire. Ça marche pas, mais ça me remet sur les rails. J'ai retrouvé la banane, je me dis c'est mes dernières cartes là. J'y vais à fond, mais j'y vais tranquille. On le fait dans des conditions qui sont autres, c'est-à-dire qu'on part en week-end en Normandie, on va sur la côte d'Opale, dans le Cotentin, on se fait des petits week-ends sympas, et on n'y va pas pour on va se faire inséminer, machin, j'y vais toute seule, ou c'est une opération médicale, là c'est le truc, c'est en plus. En fait, on l'a pris comme ça. J'ai plus d'attente. Voilà. Je prends mon bonus comme il est à prendre. On fait 6 mois. On avait dit, on s'était dit, tiens, on fait 6 mois. Au bout de 6 mois, on en reparle. Si vraiment ça marche pas,
on verra. Donc la première, ça marche pas. La deuxième, ça marche pas. La troisième, ça marche pas. La quatrième, ça marche pas. Et on en arrive à la 5e tentative. Là, au moment de l'ovulation de Karine, il n'y a aucun hôtel qui est libre dans la région où on doit le retrouver. Donc on cherche, pas de chambre d'hôte, pas d'hôtel. C'est un peu délicat les chambres d'hôte parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils rencontrent les gens. Donc on n'a pas envie de raconter nos vies à la personne qui nous loge. On choisit toujours un hôtel où on peut rentrer par une autre porte que par une réception en général. Et là, aucun des hôtels de ce type n'est libre. Donc on se retrouve dans un hôtel de 18e zone. C'est indescriptible. Et on arrive là et on se prend un fou rire. On se dit non mais là... C'est le bout du bon, c'est comment on peut en arriver à un tel désespoir. Il n'y a pas de chauffage, il tombe par terre, on doit aller voir le réceptionniste, on lui dit le chauffage fonctionne pas, il nous dit mais c'est pas compliqué, t'appuies sur le bouton. Oui, merci, on y avait pensé. On rigole parce que c'est vraiment le désespoir, le lieu est vraiment désespérant, mais c'est tellement désespérant que c'en est drôle. Donc lui arrive, le réceptionniste veut pas le laisser monter dans la chambre, ça c'est plutôt drôle parce qu'on va pas lui raconter notre vie, il se demande ce que ce type-là vient faire là. Et on arrive dans la chambre et c'est un lit superposé. Enfin, c'est vraiment le total désespoir. Il n'y a pas pire. Et on se regardait, on riait. On disait, mais on peut pas tomber plus bas, quoi. C'est vraiment le truc. Mais on riait. Et on a fait l'incé. Oh, je riais. Je me marrais toute seule. Je dis, mais alors vraiment, c'est... Et ensuite, on part le lendemain matin au Mont-Saint-Michel. Que je connaissais pas du tout, que j'ai adoré. On revient sur Paris. D'habitude, je reste genre cocooning à la maison, les pattes en l'air, machin. Là, j'y pense pas. Je fais mes trucs. Dans ces 15 jours-là, j'ai passé une visite médicale pour le travail. Et le docteur me dit, oh, dis donc, vous avez un peu de sang dans les urines. Alors, je fais, bon, mais vous allez avoir vos règles. Et là, je fais, oh bah merde, ouais, super. Je fais, ben oui. En fait, d'accord. Et je téléphone en pleurs à Bérénice et je lui dis, voilà, elle m'a dit ça, c'est foutu encore une fois. Et je pleurais. Puis elle me dit, écoute, on sait pas, bon, on verra bien, mais bon, oui, c'est pas une bonne nouvelle pour l'instant, mais bon. Et puis c'était à 2 jours du jour de mes règles, et puis depuis que je faisais les traitements, j'étais vraiment vraiment bien réglée. Et le jour des règles, pas de règles. Donc j'en parle avec ma compagne, et puis on se dit, bon, écoute, au lieu d'attendre, on va faire un test de grossesse, on sera fixé, on ne va pas tergiverser, on ne va pas... Alors, bien sûr, on avait what million de tests de grossesse, hein. Donc j'en prends un, et donc je fais le test de grossesse, et tout de suite, je le tends à Bérénice, et je lui dis, bah, écoute, regarde, hein, parce que moi, c'est bon. Je vois Bérénice devant le petit test qui bougeait pas. Elle l'avait une vingtaine de centimètres de ses yeux comme ça, puis elle bouge pas, elle le regarde comme ça. Et je vais, bah alors, c'est négatif. Puis elle me regarde, elle me fait, bah regarde. Et puis je regarde le truc, puis je vois 2 barres. 2 barres, c'est quoi déjà? Puis là, vous avez affaire quand même à 2 femmes qui ont fait 6 ans de PMA, qui ont fait je ne sais pas combien de tests de grossesse et qui savent que 2 barres, c'est être enceinte. Mais on l'a complètement oublié, là, sur le moment, et on veut pas le croire. En fait, le cerveau l'assimile plus, quoi. Je lui dis, mais 2 barres, c'est quoi 2 barres? Je lui fais, mais c'est bon 2 barres, non? C'est ça, hein, c'est bon 2 barres. Elle fait, bah, je crois, ouais, je crois. Je me souviens que Karine a appelé ma mère pour lui dire, tu te rends compte, on a 2 barres, qu'est-ce que t'en penses? Alors, je sais pas, ouais, bon, mais il faut faire la prise de sang. Et on se regarde, je fais, putain, mais je suis enceinte. Et là, mais c'était pas la joie, c'était pas le truc, c'était le... Oula, il faut pas s'emballer. Je pense qu'on n'arrive même plus à être heureuse. On l'est profondément, mais l'expression de la joie, elle est complètement annihilée, quoi. C'est-à-dire que c'est, mon Dieu, ok, je suis enceinte, ça veut dire que potentiellement je peux le perdre. T'as peur que ça va pas tenir? T'as peur qu'il va y avoir un problème? T'as peur que ceci? T'as peur que cela? 9 mois, ça a duré. Enfin, 8 mois, parce que j'ai accouché 8 mois. C'est comme si tout ce parcours-là se mélangeait. J'ai des sensations, en fait. Il me reste des sensations. Comme si c'était en moi, mais que cette période-là, en fait, ma mémoire me protège de ça. Sam, Sam.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Élodie Font, David Stank a composé la musique et Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux avec le hashtag #transfertpodcast, suivez les pages Facebook et Twitter de Slate France et suivez-moi sur Instagram @chapudlo ou sur Twitter @chapudlovski. Il y a des nouveautés qui vont vous plaire. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.